merci à tous. Je suis ravie d'être à vos côtés pour animer cette table ronde qui, bien sûr, ça ne vous étonnera pas, est sur le sens du travail, mais qui va essayer d'explorer nos spécificités françaises et ce qui est un peu les sous-bassements culturels et ce qui nous est propre dans ce rapport au travail. Je suis ravie de vous accueillir et je vous présente en quelques mots. Donc Cyril Côme, vous êtes énarque, haut-fonctionnaire, directeur du bureau de Paris de l'OIT, et je précise que vous ne représentez pas le gouvernement français à l'OIT, l'Organisation internationale du travail, mais vous êtes bien le représentant de l'OIT à Paris. Vous avez une longue expérience dans l'administration française, dans les ministères qu'on dit sociaux, notamment le travail, mais vous avez aussi une grande expérience internationale. Et évidemment, ça va nous être précieux dans cette table ronde, puisque vous avez été à l'ambassade de France à Washington, et vous avez également été délégué aux affaires européennes et internationales. À vos côtés, Jean-François Rial, bonsoir. Vous êtes donc, bien sûr, le PDG de Voyageurs du Monde, une entreprise qui compte aujourd'hui 1700 salariés pour un chiffre d'affaires de 700 millions d'euros. Et vous êtes leader du voyage sur mesure. Mais vous avez d'autres cartes et d'autres cordes à votre arc, puisque vous présidez également Refettorio, qui est un restaurant que vous avez fondé avec l'artiste JR et qui, à l'église de la Madeleine à Paris, accueille des personnes en situation de précarité qui prennent des repas cuisinés par des grands chefs à partir de surplus alimentaires. Mais ce n'est pas tout. Vous êtes aussi fondateur de la Ferme du Perche, une ferme qui fait du maraîchage à partir de pratiques agricoles innovantes qui alimentent à la fois les circuits locaux et de grands restaurants. Vous allez sans doute nous en parler. Bref, de multiples univers. Et je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, ce besoin de sens au travail, est-ce que c'est vraiment une quête française? Cyril Côme et Jean-François Rial. Peut-être je vais commencer par Jean-François Rial, parce que je crois que vous nous trouvez effectivement assez spécifiques dans notre rapport au travail. Disons que dans les différents pays du monde où j'ai des salariés, que ce soit à la fois des pays occidentaux, États-Unis, Grande-Bretagne, Canada, etc., puis d'autres pays du Sud, Égypte, Maroc, Brésil, et la France, je dirais que c'est en France que les demandes des salariés, les comportements des salariés sont les plus marquants. La demande de sens, par exemple, elle est très forte en France. Mais il y a également un autre élément dont on a parlé ensemble en préparant cet entretien, qui est très fort et qui paraît contradictoire avec cet élément de sens, mais qui n'est pas tant que ça. Alors, excusez-moi, je vais utiliser un terme un peu provoquant, et moi j'appelle ça le #magueule.com. C'est-à-dire que vous avez des salariés qui veulent beaucoup de sens, mais qui veulent beaucoup de choses pour eux. Vous voyez ? C'est moins vrai dans les autres pays du monde. Le sens existe aussi, mais surtout le second point existe moins. Alors, en France, il faut nous aider à comprendre ce qui semble un peu un paradoxe quand même. C'est-à-dire, je cherche du sens et en même temps magueule.com, ou non, #magueule, c'est ça? Je vous donne un exemple. Je trouve que l'exemple le plus marquant que j'ai autour de moi, c'est ma ferme écologique. Ma ferme écologique, elle rémunère les salariés de façon très modérée. Ils gagnent le SMIC, même s'ils sont logés nourris. Mais ils ne travaillent pas plus de 35 heures, ce qui dans l'agriculture est une performance. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que je n'ai que des candidats Bac+5, avec des très grandes écoles, Sciences Po, Centrale, etc. Parce qu'ils veulent avoir du sens dans leur métier, et on a une promesse de formation aussi dans notre entreprise là-dessus. Bon. Mais en même temps, c'est les pires demandeurs de ne faire que ce que je veux, quand je veux, où je veux, comme je veux. C'est-à-dire que le contrat entreprise-salarié, il est très compliqué. Très compliqué. On y arrive, mais c'est pas simple. Et donc ça paraît paradoxal, mais en fait c'est exactement ce que nous vivons. Et moi je vois dans mon entreprise Voyageurs du Monde, où je suis confronté aussi à ça, mais quand même moins que dans ma ferme écologique, parce que je dirais qu'on est une entreprise très engagée sur plein de choses, qui rémunéreront plutôt bien les collaborateurs. Et donc ceux qui ont ce comportement-là négatif restent pas tellement chez nous, mais chez tous mes confrères c'est le cas, quoi. Ils sont confrontés à ça en permanence.
Alors avant justement que vous nous parliez de la façon dont ça s'agence à Voyageurs du Monde, ces paradoxes, mais aussi le fait que les gens ont envie de rester, peut-être Cyril Côme, je suis pas sûre que vous trouviez que c'est si spécifique, ou en tout cas, est-ce que vous voyez des points communs dans cette recherche de sens, peut-être à l'aune des mutations aussi communes que le monde du travail vit sous de multiples horizons? Bon, enfin, ça mériterait qu'on définisse aussi de quoi on parle. Enfin, quand on parle du sens au travail, on pourrait y revenir, mais il y a plusieurs composantes qui permettent de... mais si vous voulez, le sens... moi, je crois, pour répondre à la première question, que c'est ni un phénomène spécifiquement français, ni un phénomène très nouveau. Faut aussi resituer la question du sens dans le temps long. Moi, je représente, comme vous avez eu la gentillesse de le dire, une organisation qui a été fondée en 1919 et dont les textes fondateurs parlent déjà du sens au travail et le considèrent comme un impératif, y compris pour que l'économie marche sur ses deux jambes. Et quel est le contenu, justement? Éclairez-nous sur ces composantes telles qu'elles sont définies. Dont on le définit à l'OIT, si vous voulez, on a peu de temps, mais il y a eu un texte très important qui a été adopté non pas en 1919, mais en 1944, au moment où l'OIT, la renaissance de l'OIT sur les cendres de la Société des Nations après la guerre, où il y a des phrases qui sont connues, qu'on entend souvent dans le débat aujourd'hui, dans le débat public, c'est « le travail n'est pas une marchandise », donc c'est le travail ne peut pas se réduire à un prix d'équilibre sur un marché économique. Et puis c'est surtout une très belle phrase de la Déclaration de Philadelphie qui enjoint aux différents États membres de l'organisation de développer des emplois pour les travailleurs, et là je cite de mémoire, de façon à ce qu'ils aient la satisfaction de donner toute la mesure de leur habileté et de leur connaissance et la satisfaction de contribuer au bien commun. 1944. Donc, en gros, il y a trois. Moi, je pense qu'on peut déduire de ces phrases trois composantes de ce sens. C'est effectivement le sens pour soi, l'intérêt pour soi. Donc, ça renvoie à la satisfaction, effectivement, de donner toute la mesure de son habileté et de ses compétences. C'est le sens pour autrui, le sens pour la société, la contribution au bien commun. Donc, ça renvoie aussi à l'utilité sociale du travail, à la production de biens et de services utiles pour la société. Et là, on est au cœur du débat qu'on a aujourd'hui. Et puis, et ça, je pense que c'est peut-être la dimension la plus nouvelle, c'est le sens aussi pour le sens du travail pour les citoyens que sont aussi les travailleurs. Et on a toute la question qui est très débattue dans les médias français aujourd'hui, des conflits de valeurs, des conflits éthiques, qui est porté par des phénomènes médiatiques retentissants dans certains amphis garnisons sortis de grandes écoles. Donc en fait, je pense que quand on parle de sens au travail, on parle effectivement de ces trois composantes qui sont aujourd'hui réinterrogées, et à mon sens, qui sont réinterrogées, alors évidemment avec des nuances selon les pays, selon les cultures, déjà selon que les pays soient démocratiques ou pas. Moi, je parle d'un point de vue vraiment global, international. Mais je pense que les manifestations de cette réinterrogation, on les trouve partout dans le monde. Qu'est-ce qui nous traverse, justement, à l'aune de... Maintenant qu'on a un contenu sur, en tout cas, la manière dont l'OIT parle du sens du travail, comment les peuples sont percutés, un peu de manière similaire, finalement, par les grandes mutations d'une économie financiarisée, d'une économie évidemment mondialisée, où le travail s'individualise. Qu'est-ce qui nous est commun? Et puis peut-être qu'après on nuancera justement pour voir ce qui nous est propre, nous, Français. Alors, moi je crois qu'il y a quelque chose de commun qui est, d'une certaine façon, et là je fais référence au sens du travail pour soi, c'est d'une certaine façon un essoufflement ou une crise du modèle salarial. Pendant très longtemps, on a pensé, y compris à l'OIT, que le salariat, c'était un peu la fin de l'histoire du monde du travail. Voilà, que tout le monde, inéluctablement, allait devenir salarié. D'ailleurs, en France, aujourd'hui, on a 80 ou 85% des gens qui sont des salariés. Mais salarié, à l'époque, ça voulait dire, et c'était vraiment le compromis, ce qu'on appelait le compromis fordiste, donc ce qu'on a vraiment hérité du modèle des fortes croissances pendant les 30 Glorieuses, c'est un modèle où on échange finalement
le risque économique que doit supporter l'entreprise exclusivement en échange de la garantie de la sécurité sociale et d'un revenu pour le salarié qui, en contrepartie de ces garanties, accepte son état de subordination. À l'époque où a été écrite cette fameuse déclaration de Philadelphie dont je parlais pour commencer, c'était pas, dans l'imaginaire des gens, ce n'était pas du tout ce modèle-là de travail qu'ils avaient. Le travailleur, dans l'imaginaire des gens en 1944, c'était un travailleur indépendant qui maîtrisait son métier, qui maîtrisait un savoir-faire et qui maîtrisait aussi, d'une certaine façon, un outil de production qui le rendait indépendant. Donc c'était l'exploitant agricole, c'était le commerçant, c'était l'artisan. Et c'est après que s'est développé ce modèle salarial à la faveur du développement de l'entreprise industrielle. Et c'est aujourd'hui, je crois, ce modèle qui est en crise, d'une part parce qu'on s'est rendu compte que le salariat resterait structurellement minoritaire dans le monde. Le salariat n'a jamais été majoritaire, n'a jamais correspondu au contrat majoritaire du travail dans le monde. Ça l'est dans des pays comme la France, mais dans les pays à revenus faibles ou même à revenus intermédiaires, la majorité des gens travaillent encore dans ce qu'on appelle l'économie informelle, c'est-à-dire un travail qui n'est pas régi par un droit formel hérité, je dirais, de notre culture occidentale. Donc je crois que ça, c'est un point quand même peut-être j'ai envie de faire réagir Jean-François Rial sur ce point-là justement, du rapport au salariat et comment est-ce que la quête de sens à Voyageurs du Monde se traduit dans cette question du statut finalement. Et qu'est-ce que vous observez, vous, de votre point de vue ? Ce qu'on observe qui est très net, alors quand on parlait de sens, moi tout à l'heure, quand on a introduit, pour moi c'était le troisième volet que Cyril a bien souligné, c'est-à-dire donner du sens en tant que citoyen. Quand je suis arrivé, quand j'ai commencé à diriger cette entreprise il y a 30 ans, c'est quelque chose qui n'existait pas, ou marginalement. C'est-à-dire que les salariés venaient chez nous parce qu'ils étaient passionnés par le métier et l'entreprise. Aujourd'hui, si on n'a pas une réponse sur le CO2, par exemple, nous, on est très émetteurs de CO2 avec l'avion, si on n'a pas un discours très précis, très engagé, nos jeunes salariés diplômés ne viennent pas. J'ai eu récemment une discussion avec un de mes amis qui est professeur à Sciences Po, et il me disait que les grandes entreprises le harcelaient parce que ses élèves refusaient d'y aller, quoi. Parce que ce sens n'existait plus. Et moi, il me semble, de ce que je vois, c'est que c'est très fort en France. Ça existe ailleurs dans le monde, Cyril a complètement raison, mais c'est quand même très fort en France. Et alors, ça ne suffit plus. C'est-à-dire que pendant très longtemps, le fait qu'on soit, nous, très engagés, on donne un tiers de nos profits à nos salariés, on donne 5% de nos profits à une fondation qui fait de l'absorption de carbone, on est très engagés sur les sujets écologiques, sur différents points. Et bien aujourd'hui, pour les jeunes salariés qui viennent chez nous, on les rémunère mieux. Donc là, le sens pour soi, ce qu'évoquait Cyril, ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin. Il faut leur dire, voilà, vous avez droit à tant de télétravail, vous avez droit à tant de vacances, vous avez droit à tant de voyages de formation. Il y a de plus en plus de choses sur lesquelles il faut accompagner la rémunération pour pouvoir motiver un jeune salarié de venir. Mais d'une certaine manière, quand je vous entends tous les deux, je me dis que c'est un luxe peut-être aussi de nos horizons occidentaux de pouvoir chercher ce sens du travail. J'imagine que dans les pays que vous avez explorés, en tout cas de votre point de vue de l'OIT, il y a évidemment des pays où de toute façon le travail est informel, on pense au continent africain, et que cette question du sens, elle se pose. Alors est-ce qu'elle se pose différemment ? Alors je crois qu'il faut vraiment écarter l'idée reçue comme quoi ce besoin de sens ou cette quête de sens, ce serait une affaire de riches. Enfin, je pense que on n'est pas du tout dans ce modèle-là. Alors dites-nous pourquoi. Je pense que le problème qu'on peut avoir dans un pays comme la France, c'est le fait que de plus en plus, il y a un hiatus finalement entre les règles qui gouvernent
le monde du travail, enfin le fait de travailler dans une entreprise, dans un état voilà, de subordination, avec un employeur qui légitimement, je ne suis pas en train de faire la révolution, mais légitimement a un pouvoir unilatéral sur l'organisation du travail. Et puis donc un hiatus entre ces règles qui continuent de gouverner le monde du travail. En plus en France, c'est vrai qu'on a poussé très très loin quand même l'organisation taylorienne du travail, cette séparation entre l'exécution, la conception, voilà, culture d'ingénieur un peu. Et puis, d'un autre côté, des règles qui gouvernent la société politique et la société civile, où on n'a jamais connu un aussi grand degré de liberté qu'aujourd'hui. Ce hiatus, c'est peut-être un peu une partie de ce ressentiment que vous décrivez, et on le retrouve en fait paradoxalement moins dans d'autres pays, dans d'autres cultures, et notamment dans les pays à revenus faibles, dans les pays où prévaut ce travail informel, cette économie informelle. C'est quoi en fait le travail informel? Parce que c'est plus en phase avec la société en fait. Le travail informel, en fait, c'est un travail qui n'est pas gouverné par les règles héritées du droit formel, qui souvent est calé sur le droit occidental, on va dire. C'est très schématique ce que je dis, mais donc du coup, le travailleur informel, c'est un micro-entrepreneur qui évolue dans un cadre de solidarité communautaire où son travail et son rapport aux autres est gouverné par des règles qui sont issues de la coutume, avec une forte aussi empreinte religieuse, très souvent dans les pays d'Afrique subsaharienne. Et donc, il y a d'une certaine façon, il y a un peu une continuité, je dirais, entre voilà, la vie en société et la vie au travail. Et dans ces cultures-là, beaucoup moins que dans un pays comme la France, il y a cette césure entre le monde du travail et le reste de la société. Disant cela, je voudrais certainement pas faire un contresens, je ne suis pas en train de faire un panégyrique du travail informel, parce que c'est aussi évidemment une très grande précarité dans les conditions de vie. Ce sont des gens qui sont souvent très misérables, donc je ne suis pas du tout en train de dire que c'est la panacée, mais simplement on commet souvent l'erreur, quand on en parle du point de vue d'un pays occidental, de considérer que le travail informel, c'est un travail sans règles. Voilà. C'est un travail qui ne procure pas les droits qu'on connaît quand on est salarié dans un pays comme la France, mais ça n'est pas du tout un travail sans règles, c'est au contraire un travail qui est très organisé par des rites, par des règles coutumières. Et vous nous direz, mais je suis curieuse de savoir comment ça résonne dans votre expérience à vous. Vous nous direz après, quel sens, est-ce que le sens qu'il cherche dans un travail très différent, informel, quel est-il sous ses horizons? Mais comment ça résonne ce que dit Cyril Combe? Alors, c'est très intéressant ce que j'entends. En fait, en France, ce besoin de sens de plus en plus fort, et pour certains salariés, pas tous, attention, il ne faut pas non plus tomber dans la caricature, ce besoin de considérer sa vie personnelle beaucoup plus importante que sa vie professionnelle, enfin en tout cas plus importante qu'avant, ça impose au patron d'être meilleur. Vous voyez? C'est-à-dire que le patron ringard, l'entrepreneur ringard, qui n'est pas capable de convaincre plutôt que d'imposer, il aura des difficultés. Donc paradoxalement, ça peut rendre les Français entrepreneurs bien meilleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ils sont soumis à une contrainte. Exactement. Et là, c'est ce qui est très intéressant, c'est que les salariés, du coup, rejouent le jeu de l'intérêt de l'entreprise. Parce qu'ils trouvent finalement qu'ils sont dans une entreprise qui fonctionne de façon moderne, qui les écoute, qui n'avale pas non plus n'importe quoi, qui trouve un équilibre entre leurs demandes et l'intérêt de l'entreprise, vous voyez? C'est-à-dire qu'en fait, on est dans la négociation permanente. Je crois qu'il y a notre ami Laurent Berger qui est dans la salle. En fait, on est dans la négociation permanente intelligente, vous voyez? C'est ça l'histoire. Et de la même façon, pour nuancer un peu les choses sur ce que j'ai dit sur les pays du Sud, ou ce que a dit Cyril sur les pays du Sud, nous, vous voyez, par exemple, en Égypte, on a beaucoup de salariés. On a 150 salariés. C'est un pays d'économie informelle, comme l'a décrit Cyril. Nous, on a des salariés. Et non seulement on a des salariés, mais on a décidé de les payer 7 ou 10 fois plus que le salaire normal,
qui est totalement ridicule, hein, on n'a pas de quoi être glorieux, de leur donner une sécurité sociale, et du coup, ces salariés nous ont rendu beaucoup plus que ce qu'on leur a donné. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que quand on sort je dirais, des schémas classiques, moi je vois mes confrères en Égypte, malheureusement, ils sont systématiquement dans ces schémas classiques, eh bien, ils se plaignent du comportement de leurs salariés. Moi, mes salariés, j'ai pas à m'en plaindre en Égypte. Ils restent chez nous et ils travaillent très bien. Donc, bien sûr que les choses, elles ont évolué dans le temps. Les salariés veulent plus de sens sociétal à leur travail. Ils veulent plus travailler pour des gens qui font des choses qu'ils considèrent pas bien sur le plan social, pas bien sur le plan environnemental, etc. C'est de plus en plus vrai, et particulièrement dans les pays du Nord, et particulièrement chez les diplômés. Mais ça concerne aussi le salarié brésilien, égyptien, moi j'en ai comme ça, qui sont très sensibles à ça. Hein. Bon. Mais si on retrouve un équilibre intelligent dans les discussions qu'on a avec eux, on peut avoir des salariés très motivés. C'est possible. Il y a une logique vertueuse, en fait, dans ce que vous dites. Il y a vraiment une logique vertueuse. Il y a une logique vertueuse, ouais. Totalement. Totalement. Et ceux qui sont, là j'ai un peu attaqué le discours de façon un peu caricaturale, #magueule.com, finissent par se marginaliser eux-mêmes dans l'entreprise. Parce que c'est quand même pas la majorité. Mais justement, ce #magueule.com, ça... Vous le retrouvez quand même un peu dans le rapport français au travail ou pas tellement. Finalement, vous n'avez pas réagi sur cet aspect que M. Rial mettait en avant. Non, moi, votre propos, je trouve qu'il illustre bien aujourd'hui la difficulté d'un manager dans un pays comme la France, où effectivement les attentes du côté de ceux qui travaillent sont fortes. Où on sait bien qu'aujourd'hui, je dirais, le travail, c'est pas uniquement cette force mécanique, cinétique qu'on avait dans les modèles de production industrielle des années 50 et 60, que les émotions, la sensibilité, la subjectivité, l'engagement, tout ça, c'est des facteurs productifs, en fait. Hein, mais simplement, effectivement, c'est des facteurs productifs qu'on ne peut pas mobiliser de la même façon qu'on mobilisait la force d'un ouvrier spécialisé dans l'industrie automobile des années 50. Et pour les mobiliser, il faut effectivement reconnaître une part de liberté dans le travail. Et c'est ça qui rend le management extrêmement difficile, c'est de gérer cette liberté à travers des organisations beaucoup plus autonomes qu'elles pouvaient l'être dans les schémas anciens. Et je rajouterai un point de leur demande sur la liberté que vous évoquez, qui est très forte. Il y a un autre point qui est crucial. Et je l'ai vu pendant le Covid en particulier, avec mes salariés. Ils veulent comprendre. Ils veulent de la transparence. Les comités de direction qui décident de leurs trucs dans leur coin et puis qui font dérouler derrière par des processus tayloriens dans l'entreprise, moi je pense que ça c'est particulièrement ringard et inadapté à la motivation des salariés. Ça je pense que c'est quelque chose qui est autre chose que le sens, mais qui est on fait partie d'un bateau, on veut comprendre où on va, on veut savoir où on va et on veut comprendre comment ça marche. Ouais, ça, c'est une tendance lourde, ça. Je crois que c'est un point très important, effectivement. C'est que cette question du sens au travail, on ne peut pas l'aborder sans une méthode délibérative, je dirais. Enfin, personne ne peut définir à la place de quelqu'un le sens du travail tel qu'il... Et pourtant, c'est ce qui peut quand même se passer dans un certain nombre d'entreprises où on sait que des salariés se sentent dans une forme presque abstraite de travail parce que les choses, je trouve pas le mot, s'atomisent, hein, voilà, avec peut-être une difficulté à atteindre la finalité de ce qu'on fait, surtout peut-être dans un contexte où le télétravail, le fait de travailler à distance n'arrange pas les choses, sans doute. Oui, mais regardez, en tendance, et ça ne concerne pas seulement la France, hein, c'est un phénomène, une tendance lourde, en tout cas en Europe, c'est que les sujets qui sont liés à l'organisation du travail deviennent de plus en plus des objets de concertation sociale et de négociation avec les représentants des travailleurs et parfois même un sujet de délibération au niveau des collectifs
de travail. Ce qui est une bonne nouvelle. Autrefois, c'était quoi les sujets de négociation collective? C'était les salaires, la protection sociale, les garanties complémentaires. Il y a dans la salle des gens qui seraient bien mieux qualifiés que moi pour le dire. Mais aujourd'hui, l'organisation du travail, ce qu'on a appelé en France, c'était un concept très français, mais la qualité de vie au travail, c'est aujourd'hui des sujets de dialogue social. Et je pense que ce n'est pas complètement étranger à cette question du sens au travail et de l'importance d'en faire un sujet de délibération, de discussion. Et une question peut-être un peu cliché, mais le rapport au salaire, puisqu'on va peut-être dire que c'est le pendant du rapport au sens, encore que c'est sans doute plus compliqué que ça, mais est-ce que là se jouent des spécificités françaises aussi sur là où je place l'importance du salaire par rapport à ce que le travail va m'apporter en dehors de la rémunération? Est-ce qu'on est plus décomplexé et c'est plus important sous d'autres horizons? On a des visions un peu clichés des États-Unis. Enfin, j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Le rapport, finalement, la place du salaire dans ces évolutions et qu'est-ce qui est propre à la France là-dessus? Le salaire est très important pour un salarié, évidemment, mais je ne trouve pas qu'il y ait des choses, en tout cas je ne le ressens pas comme ça, qui soient spécifiques à la France. Là-dessus, c'est important pour tous les salariés, mais ce n'est pas ce point-là qui a le plus bougé ces dernières années. C'est plutôt quand est-ce que je travaille, comment je travaille, avec qui je travaille, quels sont mes avantages, quel est le sens. Bien sûr, le salaire est important, mais il n'est pas moins important qu'avant, mais il ne me semble pas plus important qu'avant non plus. En tout cas, c'est le regard que j'en ai. Peut-être que Cyril a un avis différent. Moi, j'ai pas d'éléments très tranchés pour répondre à votre question, mais simplement ce que je peux mettre sur la table, c'est le fait que dans beaucoup de pays connaissent aujourd'hui des difficultés de recrutement. Bon, je pense au secteur des hôtels, cafés, restaurants dans un pays comme la France, mais c'est assez généralisé. Oui, l'industrie, l'enseignement, la banque. Le secteur du soin, qui souvent est dans le secteur public, le secteur du soin, bon, il y a eu une augmentation de salaire. Enfin, je pense en France, je parle sous le contrôle de M. Martin, mais je crois qu'il y a la convention collective des HCR a vu ces minima augmenter de l'ordre de 15 à 20%. Donc c'est considérable. Et pourtant, ça ne suffit pas à régler le problème. Donc ça veut dire effectivement qu'il y a quelque chose dans le travail qui échappe à ce que j'évoquais tout à l'heure, ce fameux prix d'équilibre qu'est le salaire d'un point de vue économique, que derrière, il y a effectivement un certain nombre d'aspirations, il y a une qualité de vie, il y a les problèmes de conciliation. Et c'est là sans doute que se joue cette demande. L'exemple des cafés-restaurants est très intéressant parce que, bien sûr, leurs salaires ne sont pas assez élevés par rapport au travail et à la pénibilité de ce travail qui est lourd, hein. Mais ça, c'est au passage presque plus de la faute des clients que des patrons, si je peux me permettre, qui ne payent pas assez cher. Autre débat. Voilà, en pour tout le cas, prochain Valpré. En tout cas, c'est mon avis. Mais il y a un autre phénomène, c'est qu'ils ne veulent plus travailler tous les soirs et le week-end, quel que soit le salaire. On peut les comprendre d'ailleurs, mais ça montre bien que les choses ont changé. Alors, il nous reste 8 minutes. Là, c'est très précis parce qu'on a un compteur. Vous avez commencé à esquisser la question de justement comment est-ce que, à l'intérieur de Voyageurs du Monde, il y a des logiques finalement vertueuses qui se créent pour que ceux qui sont en quête de sens et qui peuvent être un peu ma gueule, finalement, les choses s'équilibrent. Est-ce que peut-être on peut aborder la façon dont, en France notamment, avec encore une fois, nos fondements culturels, on peut arriver à agencer au mieux. Vous y avez déjà pas mal répondu. Et est-ce que dans les autres pays où vous avez des équipes, de la même manière, vous arrivez à répondre à cette quête de sens? Et je compléterai par... dans les pays où justement on est dans des salaires de misère, dans des questions de survie, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qui se passe de votre point de vue, vous de l'OIT, dans la façon dont on répond à ces mutations et à ces demandes et à cette quête des salariés et des employés? Peut-être si vous avez une ou deux idées ou une ou deux expériences à nous faire partager, vous à Voyageurs du Monde, et puis peut-être dans les expériences que voit l'OIT. Écoutez, j'en ai déjà un peu parlé, mais moi, ce qui me... nous, on fait un métier à très forte valeur ajoutée. C'est compliqué ce qu'on fait. Donc, on a besoin de fidéliser nos collaborateurs. Un collaborateur qui part, chez nous, c'est
C'est très mauvais. En tout cas, dans toute la partie production-distribution, c'est-à-dire 70% de nos salariés. Donc, on a mis en place tout un tas d'éléments qui visent à rendre leur travail confortable et leur travail motivant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, moi je crois que ce que j'ai constaté, en tout cas en 30 ans de direction de cette entreprise, c'est que la chose qui motive le plus les salariés, c'est de comprendre ce qu'ils font et pourquoi ils le font, et dans quel cadre. Qu'est-ce qu'on fait des profits? Comment on distribue les profits? Quels profits on fait? Où est-ce qu'ils vont? Comment ça marche? Alors je pourrais dire, bon ok, je suis actionnaire majoritaire, je suis celui qui a investi, j'ai pas de compte à rendre. C'est catastrophique ça. Une entreprise, c'est un objet social qui appartient à ses salariés, à ses collaborateurs, à ses clients, à ses fournisseurs, et pas que aux actionnaires. Pas que aux actionnaires. Et moi, ça, je trouve que ça a été le levier le plus fort pour nous, pour fidéliser nos collaborateurs. Et d'ailleurs, quand on a eu des moments très très difficiles, je sais pas, le 11 septembre 2001, le Covid, on a perdu 85% de notre chiffre d'affaires, et que là, ils n'ont plus de bonus, qu'ils n'ont plus autant d'avantages, ben, ils ne sont pas partis. Ils sont restés. Donc moi, je trouve que le pilier fondamental, c'est la transparence et la cohérence. Ensuite, bien sûr, quand vous mettez en place une politique d'intéressement qui redonne à peu près 30% des profits à ses collaborateurs, que vous avez une couverture sociale universelle pour tous les salariés du monde entier qui sont dans des pays où il n'y a pas de couverture sociale, que vous donnez 5% de vos profits à une fondation pour planter 3 millions d'arbres, etc., etc., etc. Bon, bah, c'est certain que c'est des choses qui aident à fidéliser les collaborateurs. Mais je pense que si on faisait tout ça et qu'on faisait un métier qui produit du glyphosate, je suis pas sûr qu'on les garderait aussi longtemps. Vous voyez ? Par exemple, moi je me mets à la place des dirigeants de Bayer, je ne sais pas comment ils font. Entre le glyphosate et Monsanto qui viennent d'acheter, moi je ne sais pas comment les collaborateurs restent. Je ne sais pas. Je pense que ça va être compliqué pour eux, même avec le salaire. Intéressant. Une invitation à lancer sans doute. Est-ce que ce que décrit Jean-François Rial, ça progresse? C'est-à-dire cette transparence, le fait que l'actionnaire se dit qu'il a des comptes à rendre, parce qu'il sait qu'au final aussi, il va en avoir des bénéfices, parce qu'il va fidéliser notamment ses collaborateurs. Est-ce que c'est des choses qui progressent, ça? Ce qu'on peut constater au niveau mondial, c'est qu'il y a effectivement une remise en cause du modèle de la corporate governance, donc c'est ce modèle de gouvernance de l'entreprise aligné sur l'intérêt de l'actionnariat, qui a été la grande révolution quand même de l'organisation des entreprises et du management dans les années 2000. On en revient, et un pays comme la France d'ailleurs y compris le patronat, c'est quand même beaucoup engagé sur la question de la raison d'être, sur le développement des entreprises à mission qu'on retrouve aussi dans les autres pays industrialisés, avec les Benefits Corporation aux États-Unis, par exemple. Donc il y a quand même un mouvement qui est lancé pour sortir de ces excès de la financiarisation de l'entreprise et de sa conséquence sur le travail. Mais moi, pour répondre à votre question, je voulais insister peut-être sur quelques, et je pense que c'était ce que vous attendiez, quelques leviers en fait, pour répondre à la question. Pour qu'on parte avec du sens. grain à moudre. Et je ne vais faire que les citer puisqu'il reste plus que 2 minutes 30, mais je pense qu'il y a la question de la santé. On n'en a pas trop parlé, mais je pense que quand même la question du sens, elle est étroitement liée aujourd'hui au débat qu'on a autour de la santé au travail, à la montée aussi des enjeux de santé mentale. Et ce qui est intéressant dans les politiques, il y a des politiques de santé dans toutes les entreprises, donc c'est un levier possible pour répondre à cette question du sens. D'abord parce que à l'OIT comme à l'OMS, on considère que la santé, c'est pas seulement le fait de ne pas être malade, c'est aussi un état de bien-être. Donc on retrouve là les atouts qu'on peut attendre d'un bon management. Avec un gros défi post-Covid, en fait, j'imagine. Ah oui, bien sûr. Mais l'autre avantage de la santé, c'est qu'il y a aussi des espaces de délibération, justement, sur les questions de santé et de conditions de travail qui peuvent être un bon vecteur. Et
on peut aussi penser que les outils de la prévention des risques ne sont pas sans lien avec les outils qu'il faut aussi inventer pour gérer les risques environnementaux et les risques climatiques. Il y a un autre levier qui est extrêmement important, il faut vraiment en parler, c'est les enjeux de la transition. Et l'organisation à laquelle j'appartiens plaide pour une transition juste. Qu'est-ce que ça veut dire une transition juste ? C'est une transition justement qui intègre très en amont la dimension humaine et la question du travail. Si on considère que la question du travail, c'est uniquement la conséquence mécanique d'introduction de technologies de décarbonation, ça ne marchera pas. Les ressources humaines doivent véritablement être un des facteurs de la transformation de l'entreprise, et c'est un enjeu de dialogue social émergent, mais extrêmement important. Et puis le troisième levier qui est très important pour l'OIT, que je voulais citer, c'est la question de la responsabilité sociale dans les chaînes de valeur, c'est-à-dire la responsabilité du donneur d'ordre avec toutes les nouvelles initiatives à la fois volontaires et les nouvelles obligations légales qu'il y a dans un pays comme la France ou bientôt dans l'Union européenne, de considérer qu'il y a une responsabilité du donneur d'ordre sur les conditions de travail, sur l'ensemble de sa chaîne de sous-traitance et l'ensemble de ses fournisseurs où qu'ils soient. Et je crois que là encore, ça peut être un sujet de dialogue social et c'est quelque chose qui peut contribuer à redonner du sens au travail, parce que la question du sens du travail, elle est quand même extrêmement liée aussi au sens de l'entreprise, puisque la plupart des gens travaillent dans des entreprises. Un immense merci à tous les deux d'avoir été aussi concrets et ponctuels.